La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec aujourd'hui les conseillers et conseillers référendaires Frédéric Agostini et François Lemann. Bonjour Frédéric. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, nous commençons par évoquer l'actualité des décisions de la Chambre sociale. Nous abordons avec le premier arrêt du 9 mars 2022 la question du délai dans lequel l'employeur, qui reproche au salarié une faute grave et souhaite mettre fin à la relation de travail, doit engager la procédure de licenciement disciplinaire. Mais d'abord, peut-être un rappel sur ce qu'est un licenciement disciplinaire. Bien sûr, on parle de licenciement disciplinaire quand le licenciement prononcé par l'employeur sanctionne un comportement fautif du salarié. Il faut bien sûr que ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et à cet égard, la Cour de cassation opère une distinction entre les fautes légères, par exemple un retard, une absence ponctuelle qui justifie une sanction disciplinaire comme un avertissement, mais qui ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement. Et les autres comportements fautifs d'une plus grande gravité qui, au contraire, peuvent constituer une telle cause. Et parmi ces comportements fautifs, qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le Code du travail prévoit des conséquences particulières pour la faute grave, en prévoyant qu'elle prive le salarié licencié de son indemnité de préavis et de son indemnité de licenciement. Alors la Cour de cassation définit la faute grave comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Autrement dit, la gravité de la faute est telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Et c'est précisément parce que la faute justifie la rupture immédiate du contrat de travail que la Cour de cassation considère que l'employeur doit mettre en œuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs. Oui, Frédéric, on comprend bien que ce délai restreint est différent du délai légal de prescription de 2 mois dont l'employeur dispose pour prononcer une sanction disciplinaire à compter du jour où il a connaissance des faits. Absolument. Et les conséquences n'en sont d'ailleurs pas les mêmes. Si l'employeur laisse s'écouler le délai de prescription de 2 mois, alors il ne peut plus engager de poursuite disciplinaire, alors que la méconnaissance du délai restreint a pour effet de faire perdre aux faits fautifs leur caractère de gravité. Bien sûr, l'employeur peut toujours sanctionner les faits par un licenciement pour faute du salarié, car il y a bien une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mais il ne peut pas priver le salarié de ses indemnités de préavis et de licenciement. Et les juges vérifient que l'employeur a respecté ce délai restreint ? Absolument. Il n'y a pas de délai prédéfini et il appartient au juge d'apprécier, alors au regard des faits et des preuves produites par les parties, si l'employeur a respecté le délai restreint, sachant que ce délai s'apprécie entre la date à laquelle l'employeur acquiert une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, et la date de l'engagement de la procédure de licenciement, c'est-à-dire de l'envoi au salarié de la lettre qui le convoque à l'entretien préalable au licenciement. Lorsque l'employeur soutient qu'une vérification, qu'une enquête a été nécessaire, retardant ainsi la date à laquelle il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, et retardant donc la date à partir de laquelle s'apprécie le délai restreint, alors il lui appartient de rapporter la preuve que ces enquêtes, ces vérifications étaient bien nécessaires.
Mais dans l'arrêt du 9 mars dernier, la Cour de cassation a admis un délai de près d'1 mois entre la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits et la date à laquelle il a engagé la procédure de licenciement. Tout à fait. Cela peut paraître un délai long, mais précisément, il n'y a pas de délai prédéfini. Et ici, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que le délai était justifié compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvait le salarié fautif. En effet, dans cette affaire, lorsque l'employeur a eu connaissance des faits, le contrat de travail du salarié, placé en arrêt maladie depuis plusieurs mois, était suspendu. L'intéressé était physiquement absent de l'entreprise. Et dans cette hypothèse particulière, d'un salarié dont le contrat est suspendu et qui est absent de l'entreprise, la Cour de cassation rappelle que le délai qui s'écoule entre la date à laquelle l'employeur a connaissance des faits et la date de convocation à l'entretien préalable n'enlève pas à la faute son caractère de gravité. Oui, on comprend bien que le fait pour l'employeur de tarder à convoquer le salarié, placé en arrêt maladie, à l'entretien préalable de licenciement, ne signifie pas qu'il renonce à la rupture immédiate du contrat de travail, puisque précisément, le salarié est absent de l'entreprise. Le deuxième arrêt, lui aussi rendu le 9 mars, concerne également la procédure de licenciement. Il apporte des précisions sur la distinction entre licenciement disciplinaire et licenciement non disciplinaire et rappelle l'importance de l'énoncé des motifs de licenciement dans la lettre adressée aux salariés. Alors nous venons de le voir, on parle de licenciement disciplinaire quand l'employeur sanctionne un comportement fautif du salarié. Mais l'employeur peut aussi licencier le salarié pour un motif personnel non disciplinaire, donc pour un agissement non fautif, par exemple pour une insuffisance professionnelle. Dans tous ces cas, l'article L. 1232-6 du Code du travail exige de l'employeur qu'il indique, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il licencie le salarié. L'employeur doit énoncer des griefs précis, matériellement vérifiables, permettant au juge, s'il est saisi, d'apprécier si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Et le juge est tenu par ces motifs, il ne doit pas en examiner d'autres et il doit les examiner tous. Alors si l'employeur fait le choix de se placer sur le terrain disciplinaire, le travail du juge est de vérifier si les faits reprochés au salarié dans la lettre constituent bien des faits fautifs. Si tel n'est pas le cas, le juge qui est tenu par des motifs énoncés par la lettre de l'employeur et qui considère que les faits reprochés au salarié n'ont pas un caractère fautif, il ne peut alors que constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Oui, on comprend donc bien les enjeux pour l'employeur. Il n'est pas permis au juge de considérer que les reproches constituent néanmoins des faits non fautifs justifiant un licenciement. Il appartient donc à l'employeur de bien qualifier les faits dans la lettre de licenciement. Et la distinction entre faute et insuffisance professionnelle n'est pas toujours facile à faire, notamment dans l'hypothèse où le salarié exécute les tâches qui lui sont confiées de manière peu satisfaisante. Alors, le critère de distinction qui est généralement retenu par le juge pour qualifier les faits est celui de l'existence ou de l'absence d'une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail. Si la mauvaise volonté délibérée est établie, alors on est en présence d'un fait fautif. Si cette mauvaise volonté délibérée est absente, on est en présence d'une insuffisance professionnelle. Mais plus précisément, la question que pose l'arrêt du 9 mars est celle de savoir si l'employeur qui a engagé une procédure disciplinaire peut finalement prononcer le licenciement pour un motif non fautif. En effet, et dans l'affaire soumise à la Cour,
l'employeur qui reprochait des fautes à l'un de ses directeurs dans l'exécution de son travail avait engagé contre lui une procédure disciplinaire. À l'issue de la procédure, à titre de sanction disciplinaire, il lui avait proposé un nouveau poste, mais moins important et également moins bien rémunéré. Comme il en avait le droit, puisque le poste proposé emportait une modification de son contrat de travail, le salarié a refusé la proposition de l'employeur. L'employeur l'a alors licencié en lui reprochant une insuffisance professionnelle, c'est-à-dire pour des motifs non fautifs. Et saisie par le salarié, la Cour d'appel a considéré que l'employeur, qui avait proposé au salarié une rétrogradation à titre de sanction disciplinaire, ne pouvait pas ensuite, pour le licencier, invoquer un motif non disciplinaire. Mais la Cour de cassation n'a pas suivi la Cour d'appel. Non. La Cour de cassation considère que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non de la rupture du contrat de travail. Peu important, la proposition antérieure faite par l'employeur au salarié d'une rétrogradation disciplinaire. Vous retrouverez les commentaires de ces deux arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 14. Et nous poursuivons la Sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur les relations collectives du travail et plus précisément sur deux arrêts du 23 mars dernier qui sont relatifs à la désignation des délégués syndicaux dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés. Et pour bien comprendre la portée des arrêts, rappelons d'abord ce que sont le comité social et économique et le délégué syndical. Le comité social et économique a été institué par une ordonnance du 22 septembre 2017 qui a supprimé les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité social et économique est une instance à laquelle participent l'employeur et des salariés élus tous les 4 ans. Les salariés ainsi élus composent la délégation du personnel au comité social et économique. Les attributions du comité social et économique ne sont pas les mêmes selon que l'entreprise compte 50 salariés ou plus. On parle alors de grand comité social et économique, ou selon que l'entreprise compte moins de 50 salariés, et on parle alors du petit comité social et économique. Le grand comité social et économique, c'est l'héritier du comité d'entreprise, une institution représentative qui est née en 1945, qui a été initiée par le Conseil national de la résistance et qui avait principalement pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la vie de l'entreprise. Le petit comité social et économique, c'est celui auquel nos deux arrêts ont trait, a les mêmes attributions que celles qu'exerçaient les délégués du personnel. Les délégués du personnel, c'est une institution qui a été créée en 1936 par le Front populaire pour permettre en particulier la présentation à l'employeur des réclamations individuelles et collectives des salariés. Parlons maintenant du délégué syndical. Le délégué syndical est celui qui assure la représentation d'un syndicat tant auprès des salariés que de l'employeur. Il n'est pas élu, mais il est désigné par un syndicat. Il existe dans les entreprises de 11 salariés et plus. Sa création, par la loi du 27 décembre 1968, qui a mis en œuvre les accords de Grenelle et reconnu l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises, est concomitante à celle de la section syndicale. Pour pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise, le syndicat doit être représentatif dans l'entreprise et donc avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés aux dernières élections des membres titulaires au comité social et économique.
Avec le développement de la négociation collective, le rôle du délégué syndical a gagné en importance. Il a effectivement un rôle très important. C'est lui qui participe à la négociation dans l'entreprise et qui, par conséquent, signe au nom de son organisation syndicale les accords d'entreprise qui sont des accords collectifs. L'expérience nous apprend que pour exercer de manière effective des fonctions de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et ou de délégué syndical, il faut que le salarié puisse consacrer du temps à ses fonctions. Tout à fait. Et ce temps consiste en un crédit d'heure, ou autrement dit en des heures de délégation. Ces heures, prévues par le Code du travail, sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme telles à l'échéance par l'employeur. S'agissant du comité social et économique, la loi réserve l'octroi des heures de délégation aux membres titulaires de la délégation du personnel. En sont donc exclus de leurs bénéfices les membres suppléants. S'agissant cette fois-ci des délégués syndicaux, la situation est plus contrastée. Alors que dans les entreprises de 50 salariés et plus, le temps qu'ils peuvent consacrer à leur mandat est défini, aucun texte ne prévoit l'affectation spécifique d'heures de délégation aux délégués syndicaux dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés. L'article L2143-6 du Code du travail, qui régit la désignation des délégués syndicaux dans ces entreprises de moins de 50 salariés, pallie cette absence d'heures de délégation en prévoyant que le délégué syndical, dans ces entreprises, peut être désigné parmi les membres du comité social et économique. Ainsi, il peut disposer, pour exercer ses fonctions de délégué syndical, des heures de délégation attachées au mandat de membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Dans nos deux affaires, qui concernaient justement des entreprises de moins de 50 salariés, les employeurs contestaient la désignation comme délégués syndicaux de membres non pas titulaires, mais suppléants de la délégation du personnel au comité social et économique. En effet, l'article L2143-6 du Code du travail, qui prévoit que peut être désigné comme délégué syndical un membre de la délégation du personnel au comité social et économique, ne distingue pas selon qu'il s'agit d'un membre titulaire ou d'un membre suppléant. Et on sait également, on l'a vu, que contrairement aux membres titulaires, le législateur n'a pas prévu que les membres suppléants du comité social et économique puissent bénéficier d'heures de délégation. Ainsi, la question posée était celle de savoir si un membre suppléant du comité social et économique peut être désigné délégué syndical quand il ne dispose pas d'heures de délégation. Deux thèses s'opposaient devant la Cour de cassation. Oui. La première soutenait que devait primer la liberté des syndicats dans le choix de leurs représentants, en sorte que ceux-ci pouvaient désigner aussi bien un membre titulaire qu'un membre suppléant, libre au délégué syndical d'exercer son mandat sur son temps libre en l'absence de temps de délégation. La seconde soutenait à l'inverse que devait être privilégiée l'effectivité de l'exercice du mandat de délégué syndical en considérant que seul un membre de la délégation du personnel disposant d'heures de délégation pouvait être désigné et qu'en l'absence de ce temps rémunéré, dans l'entreprise, il ne peut pas y avoir d'exercice utile du mandat. Et c'est la seconde solution que la Cour de cassation a retenue, privilégiant ainsi l'effectivité de l'exercice du mandat. En effet, cette solution est identique à celle adoptée avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, quand elle n'avait permis la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés que parmi les délégués du personnel titulaires qui disposaient seuls d'un crédit d'heures de délégation. Par la suite, la Cour de cassation a précisé que cette impossibilité de désigner un membre suppléant cessait lorsque le délégué du personnel suppléant remplaçait le délégué titulaire placé en congé maladie. En effet, dans cette situation, le délégué du personnel suppléant assurant ce remplacement dispose d'un crédit d'heures. Cette dernière jurisprudence pourrait donc également trouver
à s'appliquer après l'ordonnance de 2017. Mais les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 permettent d'attribuer aux membres suppléants de la délégation du personnel au comité social et économique un crédit d'heure, et la Cour de cassation en a tiré les conséquences. En effet, les arrêts du 23 mars 2022 rappellent ces dispositions en précisant d'abord que les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heure de délégation dont ils disposent. Ensuite, qu'un protocole d'accord préélectoral établi à l'occasion des élections des membres du comité social et économique peut modifier les heures de délégation. Et enfin, qu'un accord collectif de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que ce que la loi prévoit, s'agissant des heures de délégation des membres suppléants du comité social et économique. Oui, et on comprend bien que si la Cour de cassation a entendu garantir l'effectivité de l'exercice du mandat de délégué syndical en confirmant que, pour être désigné en tant que délégué syndical, il faut disposer d'heures de délégation, elle a aussi tenu à rappeler aux salariés, membres titulaires du comité social et économique, mais aussi aux employeurs et aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'il ne tenait qu'à eux de prévoir le partage ou de prévoir l'octroi des heures de délégation aux membres suppléants du comité social et économique. Exactement. Elle a également précisé que l'accord de partage des heures de délégation entre membres titulaires et membres suppléants du comité social et économique devait indiquer le nombre d'heures de délégation concernées et être établi chaque mois. Et c'est la fin de notre podcast. Les arrêts du 23 mars 2022 peuvent également être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi suivants 20 21 269 et 20 16 333. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci François. À bientôt Frédéric.